12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Place à la critique et place aujourd'hui à deux expositions qui ont en commun le Paris du début du XXe siècle. Paris éclatant, Paris d'avant-garde, Paris d'accueil. C'est le Paris de la modernité et celui de la sculptrice Chana Orloff. Et pour en débattre, nous accueillons ce midi Stéphane Correa. Bonjour Stéphane. Bonjour. Critique, commissaire d'exposition et directeur artistique de la galerie Love & Co à Paris. Face à vous, Céline Duchesne. Bonjour Céline. Bonjour Nicolas. Productrice à France Culture et chroniqueuse dans l'émission Mauvais Genre le dimanche sur France Culture. Soyez tous les deux les bienvenus dans les midis de culture. Et on commence avec l'exposition Chana Orloff Sculpter l'époque. C'est jusqu'au 31 mars au musée Zadkine. Et votre sculpture, Chana Orloff, à ce moment-là? Quelle était ma sculpture? Oui. Bien, qu'est-ce que j'ai commencé par faire de choses? Naturellement, j'ai tout de suite commencé à travailler d'après modèle, mais en le stylisant. Mais mon but était, et je ne sais pas si je l'ai réussi, c'est de faire l'époque. Je voulais faire l'époque. Faire l'époque, voilà ce que voulait faire Chana Orloff quand elle a commencé à sculpter ses portraits dans les années 1910. Plus de 300 constituent ainsi son œuvre, parmi eux certains de ses amis, Modigliani, Soutine ou encore Chagall, mais il y a aussi des femmes, souvent des mères, des danseuses, des jeunes filles, sans oublier des animaux. Des portraits à la fois réalistes et tout en rondeur, en témoigne cette jeune Nadine, grande statue de bois poli qui fait l'affiche de l'exposition. Une exposition qui se veut une rétrospective de Chana Orloff, artiste incontournable de l'époque qu'elle a justement voulu faire, mais injustement tombée dans l'oubli depuis sa mort en 1968. Une exposition qui se veut donc aussi une réparation pour dévoiler sa production foisonnante et son parcours incroyable de la Russie impérialiste à Israël en passant par ce Paris de l'entre-deux-guerres. Céline Duchesne, qu'en avez-vous pensé? Alors moi, j'étais très contente de pouvoir aller voir cette exposition parce qu'il s'avère que j'habite à côté d'une petite statue de Chana Orloff dans le 14e arrondissement, une place qui s'appelle la place des droits de l'enfant. Et depuis 2019, on peut voir un petit personnage qui au départ, je le trouvais plutôt inquiétant parce que c'était un petit enfant, mais avec les yeux évidés. Donc ce qui me frappait, et peut-être à cause de ma culture personnelle, de toute la part du fantastique qui peut y avoir, mauvais genre, voilà, qui peut y avoir dans mon imaginaire, je voyais des yeux creux et comme une sorte de petit zombie, à dire vrai, plutôt que un enfant qui est là pour nous questionner. Mais le temps passant, je me suis prise d'affection pour cette petite sculpture qui est dans un parterre de fleurs qui paraît tellement étonnante, un peu décalée, assez figée, avec déjà cette rondeur qu'on va retrouver après dans toutes ces sculptures. Et ça a été ma première entrée, je dirais, en matière. Donc quand j'ai découvert que le musée Zadkine, qui est un musée que j'adore parce que c'est quand même un endroit tout à fait étonnant avec l'atelier, le jardin, ces grandes verrières, je me suis en fait précipitée bien avant que vous me proposiez d'aller d'ailleurs voir l'exposition. Oui. Je me suis précipitée voir Chana Orloff pour essayer de découvrir justement la variété de sa production et j'ai été complètement conquise en fait par ses formes simples, le fait qu'on puisse presque les caresser avec les yeux à défaut de le faire avec les mains parce qu'il y a une certaine rondeur, douceur dans tous ces visages. La première pièce est consacrée uniquement à des visages et je me suis retrouvée entourée de tous ces visages qui se regardaient entre eux, qui me regardaient moi, qui dialoguaient aussi avec des sculptures de Zadkine, puisque l'idée c'était que ce sont des exacts contemporains, puisqu'ils sont nés d'ailleurs tous les deux en 1888, ils sont morts à 1 an d'écart, et de voir qu'il peut y avoir des parallèles, même si je crois qu'ils n'ont pas été tellement proches dans leur vie quotidienne, ni même dans leur vie d'artiste. Donc voilà, j'en reste pour le moment sur cette première salle qui nous accueille avec tous ces regards. Pour le coup, c'était plus les regards évidés qui m'avaient un petit peu interpellée au départ, mais ce dialogue, ces formes et cette réelle douceur. Stéphane Correa. Oui, vous connaissiez déjà Chana Orloff avant cette exposition-là? Oui, on connaît quelques sculptures de Chana Orloff. Il faut quand même rappeler effectivement qu'une grande partie de son œuvre était invisible et d'ailleurs le demeure puisque une partie a été spoliée pendant la guerre et 140 sculptures je crois dont seulement 4 aujourd'hui ont réapparu, ce qui est d'ailleurs un nombre extrêmement faible. Et c'est vrai qu'a priori c'est une exposition qui est surprenante
eu égard à son travail, parce que je dirais que a priori il n'y a pas grand-chose d'original dans ce qu'on connaît d'elle de mon point de vue, c'est-à-dire les sujets sont les sujets classiques de la sculpture, des portraits, des nus, des animaux, les techniques, les matériaux qu'elle utilise ne sont pas non plus révolutionnaires. C'est du bois, du Alors elle a sculpté métal, absolument du tout. ciment. Oui, elle a sculpté à peu près tous les matériaux possibles, comme Zadkine d'ailleurs. Donc ça fait un point commun, effectivement, la pierre, le métal, comme vous l'avez dit, le ciment, la terre cuite, etc. C'est son parcours personnel, je dirais, qui rend l'exposition incroyablement en phase avec l'époque et de manière douloureuse. Finalement, elle tombe à pic, je dirais, malheureusement, puisqu'effectivement, Chana Orloff est née en Ukraine, qu'elle a fui l'Ukraine avec sa famille à cause des pogroms. Elle est allée en Palestine, ensuite à Paris. Elle a fini par mourir à Tel Aviv. Donc, ça fait écho. Elle était terriblement. Elle était juive, ça fait écho terriblement à l'époque, à aujourd'hui, je veux dire, à tel point, d'ailleurs, qu'une grande partie de sa famille a été directement prise dans les événements terroristes du Hamas du 7 octobre dernier. Il y a eu 3 morts, je crois, dans sa famille. Il y en a encore 7 qui sont toujours otages. Donc, ça fait un contexte, en revanche, historique qui est à la fois très lourd et passionnant, je dois dire, parce que c'est effectivement un parcours du siècle. Faire cette exposition chez Zadkine, effectivement, a du sens, même si ils ne se sont apparemment peut-être même pas connus. Pourtant, il y avait dans la collection personnelle de Chana Orloff des œuvres de Valentine Prax, qui était la compagne de Zadkine, mais qui malheureusement, elle est absente de l'exposition. Ils ont effectivement un parcours assez similaire. Zadkine est né en Biélorussie, mais Lui aussi a fui. Absolument. Mais je trouve que c'est toujours à l'avantage de Zadkine quand il y a des œuvres. Et c'est là où, pour moi, le problème un peu commence, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé les mêmes thèmes, dans à peu près les mêmes formats, des techniques proches, mais à chaque fois, les œuvres de Zadkine sont finalement plus radicales, plus inventive, plus en tension. Par exemple, il y a un poisson de Zadkine de 1927 qui est sublime en albâtre et vert brisé, alors qu'à côté, il y a un poisson fontaine d'Orloff qui paraît, à mon sens, bien pâle. Le titre de l'exposition Sculpter l'époque peut s'entendre, à mon avis, effectivement, de 2 manières, mais montre bien comment les artistes sont dépendants de l'écosystème dans lequel ils évoluent. Effectivement, cette première salle de portrait donne un paysage artistique de Paris, une vision de ce paysage artistique qui va nous servir d'ailleurs pour la deuxième exposition dont on parle. Absolument, puisque ça rend bien finalement ce Paris cosmopolite, pluridisciplinaire. Il y a des portraits par exemple de designers comme Pierre Charot, d'architectes comme Auguste Perret, d'illustrateurs comme Georges Lepape, d'écrivains comme Anaïs Nin, aussi Jeanne Buterne qui est la compagne de Modigliani et qu'on retrouve dans l'exposition du Petit Palais. Donc dans ce sens-là, elle sculpte effectivement son époque, qui est le Paris de la modernité, mais moi je l'entends aussi négativement comme elle étant finalement un réceptacle, un miroir de son époque artistique. Juste un produit, en fait, qui va reproduire ce qui se fait déjà tout au long de son travail, finalement, elle renvoie un écho, mais amoindri, à mon sens, des grandes tendances de la sculpture de son temps, c'est-à-dire un cubisme adouci, un peu à la Henri Laurence, notamment dans les bas-reliefs, le hiératisme de Modigliani, mais qui chez elle est un petit peu moins fort, me semble-t-il, le synthétisme de Brancusi aussi, mais qu'elle ramène toujours vers plus de figuration, et même, on le verra à la fin de l'exposition, pour la partie de l'après-guerre, finalement, l'expressionnisme de Germaine Richier ou de Giacometti, quand elle veut exprimer le désespoir de la guerre et de ses suites, notamment dans Le Retour, une sculpture de 45, ou dans Veuve, une sculpture de 1960. Alors, effectivement, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une exposition monographique, il n'y en avait pas eu depuis 1971 en France consacrée à Chana Orloff, mais là encore, ces œuvres sont mises en vis-à-vis de Zadkine, ce qui veut dire quand même que c'est pas complètement centré sur elle, que ça peut la desservir, selon vous, Stéphane Correr, mais aussi qu'on peut malgré tout se dire que c'est une belle mise en lumière de Orloff qui suit ce parcours. C'est-à-dire qu'après cette salle de portrait, on la suit, il y a l'entre-deux-guerres, mais il y a aussi le moment où elle va s'exiler en Suisse, elle va revenir en France, ensuite elle va voir que son atelier dans le 14e a été saccagé, vous en avez parlé, Stéphane Correa, mais elle va être extrêmement productive jusqu'à sa mort en 1968. Ça, l'exposition donne à le voir, Céline Duchesne. Oui, c'est finalement peut-être l'envers de la médaille d'être exposé à Zadkine, c'est de se sentir obligé de faire des comparaisons. J'ai là sous les yeux un des thèmes qu'ils ont traité tous les deux, qui est le trio familial, le père, la mère et l'enfant, qui s'appelle chez Chana Orloff le baiser ou la famille, chez Zadkine c'est la sainte famille. Est-ce qu'on a envie de comparer ? C'est vrai que moi j'ai pas du tout été voir l'exposition en me disant tiens, lequel des deux est le plus avant-gardiste et le plus percutant, pertinent. Quand je vois ces deux
trio l'un à côté de l'autre, l'œil passe de l'un à l'autre. Alors évidemment, on compare un petit peu, on se dit tiens, d'un côté c'est peut-être un petit peu plus rugueux, de l'autre c'est peut-être un petit peu plus doux. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu envie d'aborder Chana Orloff en la comparant avec Zadkine pour justement éviter ce principe de la comparaison. Moi, j'ai été très touchée. Alors dans les salles suivantes, c'est pas la thématique de la maternité, moi, qui m'a le plus intéressée, même si je trouve que c'est un thème qui est tout à fait honorable et qui est intéressant de voir en termes de sculpture. Mais j'ai beaucoup aimé, par exemple, la salle avec toutes les femmes, où il y a les Amazones, où il y a aussi cette représentation de femmes sportives, de danseuses. Il y a une sculpture d'une femme qui tient un disque au-dessus de la tête, on dirait presque une sorte de courbe en mouvement. Et puis toujours ce sentiment que j'ai en regardant ces sculptures qui est de m'empêcher de les toucher, tellement il y a quelque chose de presque soyeux, je dirais, à les voir. Moi, ce que j'ai apprécié en fait dans cette exposition, c'est qu'elle peut vraiment s'inscrire dans un tout. Alors il y a cette petite sculpture que je vous engage à voir qui est dans le 14e. Il y a aussi l'atelier qu'on peut visiter, qui est tenu par les petits-enfants donc c'est à Villa Sora, c'est dans le 14e. Voilà, c'est tout à côté de la sculpture. C'est pour ça qu'ils ont décidé de mettre une sculpture sur cette petite place. C'est un atelier qu'on peut visiter très facilement. Il suffit d'aller sur le site internet. Et de réserver, c'est le week-end. Voilà, et puis en plus, on peut après discuter avec ces petits-enfants qui l'ont bien connu. Et puis, je vous engage, alors évidemment, elle est présente dans le Palais de la Modernité, mais il faut aussi aller au MAGE ou au musée d'art et d'histoire du judaïsme, où là, il y a mon enfant, l'enfant Didi, qui fait partie de ces fameuses 4 sculptures dont parlait Stéphane, qui ont été retrouvées après cette spoliation. C'est évidemment quelque chose d'extrêmement violent, puisque elle a dû partir en 42 avec son enfant, donc surnommé Didi, mais qui s'appelle Ellie. Et en 43, l'atelier a été entièrement vidé des sculptures, mais aussi jusqu'aux moindres petites cuillères, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien à son retour. Et sur les 140 œuvres, il n'y en a donc que 4 qu'on a trouvées, dont Didi, qui est revenu très très récemment, parce qu'en 2008, on a découvert qu'il allait être vendu dans une salle de vente aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qui fait que Didi, qui était dans le 14e, s'est retrouvé des dizaines d'années plus tard aux États-Unis? On ne le saura finalement jamais. Mais il y a une salle entière qui est consacrée uniquement à la sculpture de Didi, avec une très jolie installation, très simple. Et là aussi, je trouve qu'il y a, en tout cas, moi, un véritable élan à voir cette petite sculpture qui représente son fils, qui a traversé autant d'épreuves. Alors, en effet, quand on ne connaît pas la vie, est-ce qu'il faut toujours connaître la vie des sculpteurs et des sculptrices pour pouvoir éprouver une émotion? Non, mais je crois que même sans connaître sa vie, ce petit dos cambré, ce ventre un petit peu rond, les joues rondes, et cet air, tous les enfants qui sont passés entre les mains comme ça de Chana Orloff ont un air assez innocent, assez doux. C'est pas des petits enfants bagarreurs qu'on trouverait dans les salles de classe. Vous voulez nuancer et vous allez nuancer, mais j'aimerais quand même savoir si cette exposition, selon vous, rend en fait justice au fait qu'elle soit méconnue, Chana Orloff. Alors le problème justement, j'allais dire, il s'agit de redécouvertes, des redécouvertes d'artistes femmes, ça devient quelque chose de très habituel et à juste titre parce que beaucoup ont été sous-estimés. Le problème c'est que qui dit redécouverte dit ayant droit, qui dit ayant droit dit famille, qui a son propre regard et qui souvent se bat pour l'imposer. Il se trouve que là... c'est aussi pour le meilleur, parce qu'heureusement qu'il y a les familles qui préservent comme là et qui défendent la mémoire, mais 90% des œuvres de Chana Orloff viennent directement de l'atelier et de la famille. Ça veut dire d'abord qu'il y a énormément de bronze. On n'a pas les dates de fonte, la plupart sont très neufs, parce qu'il faut savoir qu'un bronze ça peut se faire à 8 exemplaires et qu'il y a un droit de tirage qui est donné à la famille quand ils n'ont pas été faits du vivant de l'artiste. On ne sait pas si ces bronzes ont été voulus par Chana Orloff ou s'ils ont été faits par la famille. Après, on ne sait pas s'ils sont contemporains, parce qu'ils paraissent vraiment très très rutilants pour beaucoup. Il y a beaucoup de sculptures en pierre qui ne sont pas là, sculptures du musée de Grenoble, je pense à une autre grande sculpture du musée d'art moderne de Paris. Donc à mon sens, ça dévoie un petit peu le regard qu'on a sur son travail. Et puis le vrai sujet, c'était elle en tant que femme, je trouve, et dans son travail. Parce qu'il se dessine quand même en filigrane une figure très étonnante de femme. Elle est très tôt veuve, mère célibataire. Elle est très engagée dans le Paris lesbien des années 1920-1930, ce qui ne se voit que très très loin et très pudiquement, je dirais, dans l'exposition. Elle est très proche de Claude Cahun, par exemple, qui une grande artiste lesbienne en couple avec le capitaine Moore, qui lui dédie la figure de Sappho dans ses héroïnes. Mais cette histoire n'est pas racontée, ni dans un peu plus dans le catalogue, pas dans l'exposition. Et je trouve que c'est ça, en fait, qui est intéressant, c'est qui était cette femme et qu'est-ce qui est singulier chez elle. Je suis tout à fait d'accord avec Céline. Je trouve que les enfants, c'est vraiment la grande réussite pour moi de l'exposition, beaucoup plus que les maternités qui lui semblent totalement extérieures. D'ailleurs, elle était très massive, plutôt un physique à la Rosa Bonheur ou à la Gertrude
Rutstein et ses maternités sont filiformes. Donc, et elle disait pourtant que seules des artistes femmes qui avaient eu des enfants pouvaient sculpter des maternités. Si c'est pour les faire comme ça, je suis pas tout à fait d'accord. En revanche, il y a 4 ou 5 sculptures d'enfants qui sont magnifiques et qui sont pas tous innocents. C'est là où je n'étais pas tout à fait d'accord avec Céline. Il y a un portrait d'Ida Chagall, par exemple, qui, je crois, a 12 ans ou 11 ans, la fille de Chagall. Et là, elle a des seins qui pointent, alors que, voilà, elle a des hanches qui commencent un peu à percer. Et là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant du point de vue de la forme, c'est-à-dire comment l'enfant est une forme en devenir. Ça, c'est passionnant. Chana Orloff, Sculpter l'époque, c'est jusqu'au 31 mars prochain au musée Zadkine à Paris et le catalogue est disponible aux éditions Paris Musée. 12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Et nous parlons à présent du Paris de la modernité 1905-1925. C'est jusqu'au 14 avril prochain au Petit Palais. J'ai deux amours, mon pays est Paris, pareil toujours, mon cœur est ravi, ma savane est... Paris n'était pas que l'amour de Joséphine Baker quand elle le chante en 1930. Entre 1905 et 1925, Paris est le lieu adoré, celui où il faut être, celui de la modernité, de l'accueil, de la liberté, de l'avant-garde, celui des ismes de l'époque, fauvisme, surréalisme ou cubisme. Là où le premier ready-made de Duchamp a été créé, là où Paul Poiret a marqué la mode, là où Picasso y a ses ateliers, là où la technique et la mécanique s'épanouissent, là où on affiche un joli papier peint radis, là où Jacqueline Marval ou Marie Vassiliev s'émancipent. Pour retranscrire le bouillonnement et la vitesse de cette époque, cette troisième et dernière exposition consacrée à Paris au Petit Palais vous donne à voir tout ça. N'hésite pas à varier les lieux, les moments, Belle Époque, Grande Guerre et Années folles, et les œuvres et les artistes, jusqu'à en donner le tournis. Qu'en avez-vous pensé, Stéphane Coréard ? Oui, absolument. Cet aspect de fresque historique, c'est évidemment le point fort de l'exposition, puisque il y a, je crois, plus de 400 œuvres, mais qui regroupent évidemment la peinture, le dessin, la sculpture, la photo, le cinéma, l'automobile, la joaillerie, l'avion, la joaillerie, la mode. Donc, ça se veut un panorama extrêmement complet. Il est par certains côtés étouffant, par certains côtés lacunaire. On va y revenir. Oui. Il est articulé autour de 3 époques. C'est aussi, à mon avis, une de ses forces, c'est-à-dire qu'il y a la Belle Époque d'avant-guerre, les années folles d'après-guerre, mais entre les deux, il y a la guerre qui d'habitude est traitée un petit peu comme un passage, et là qui est traité comme un vrai moment artistique. Alors c'est un petit peu excessif parce que finalement la guerre a assez peu touché Paris, et que le sujet c'est Paris, mais c'est vrai que les artistes d'abord ont été marqués évidemment par cette période et en ont payé aussi un lourd tribut, même parfois dans leur chair, et on le voit dans l'exposition avec la main coupée de Sandra Ars par exemple, ou le bandage à la tête de Guillaume Apollinaire. C'est effectivement le Paris de la modernité, c'est Paris avec un S, c'est la ville, c'est comment Paris a attiré les artistes du monde entier. Même si d'ailleurs c'est assez peu expliqué, enfin pourquoi justement après 1905, la loi de la laïcité, pourquoi des grandes personnalités juives, noires, homosexuelles, droguées, alcooliques, travesties arrivent à Paris, convergent vers Paris, et Paris qui à cette époque-là sait les accueillir, c'est un endroit de liberté, de permissivité, ça c'est quelque chose qui est un petit peu le background, je dirais, de l'exposition, mais c'est pas le Paris sans S, le Paris au sens ou faire un Paris de la modernité en tant que tel, puisque je trouvais que l'exposition paraît minimiser par certains aspects la radicalité de l'art qui s'est inventé à cette époque. Par exemple, ça commence comme ça, il n'y a pas d'abstraction pour ainsi dire. Même si à l'époque l'abstraction, on pouvait dire que Léger ou Delaunay étaient des peintres abstraits. D'abord, c'est pas la partie la plus abstraite qui est montrée. Le Mondrian qui est là, alors que Mondrian est à Paris à ce moment-là, n'est pas un Mondrian radical comme on le connaît, comme on l'attend avec les carrés, etc. Et au contraire, les fils rouges, l'omniprésence de certains artistes qui reviennent comme une petite musique un peu récurrente dans l'exposition, sont tous des artistes un peu mal aimés, souvent considérés comme trop traditionnels, faciles ou mondains comme Jacques-Émile Blanche, Fujita, Marie Laurencin, Modigliani, Van Dongen. Et ces artistes-là, finalement, qui font le bruit de fond de l'exposition. Et à mon avis, c'est un vrai choix idéologique. Céline Duchesnay.
Alors moi j'ai abordé l'exposition en toute innocence, c'est-à-dire je suis rentrée et je me suis dit tiens quelles vont être les surprises, quels vont être les rendez-vous, les rencontres que je vais trouver, est-ce qu'il va y avoir mes héros, mes héroïnes ou alors pas du tout. Il faut dire que c'est une exposition où il y a énormément de monde qui est peut-être victime de son succès, donc il y a quand même quelque chose un peu de l'ordre de la lutte pour pouvoir voir les œuvres. En tout cas, c'est une exposition qui est chargée en termes d'œuvres, en termes de diversité, en termes d'angle, et en plus c'est chargé dans les salles. Oui. Ce qui fait que il y a toujours peut-être que je pourrais conseiller d'y aller, par exemple pour la nocturne, pour avoir un petit peu plus cette espèce de rendez-vous en deux temps, de voir l'œuvre de loin, pour voir après s'approcher, pour voir quelques détails. Donc malgré cette espèce de masse humaine que j'ai traversée, j'ai été par exemple tellement heureuse de retrouver Kiki de Montparnasse. Alors évidemment, ce sont des photos qui sont connues, celles de Man Ray. J'aurais peut-être aimé voir la Kiki de Montparnasse peintre dont on ne parle jamais, plutôt que de voir par exemple la Muse. Qui a d'autres? J'étais ravie de retrouver ma chère Shanna Orloff, de retrouver Joséphine Baker aussi, Nijinsky avec les costumes du Sacre du Printemps qui ne seront pas des costumes d'époque. On peut peut-être imaginer qu'ils ont eu du mal à traverser le temps, mais qui ont été refaits tels qu'ils étaient présentés. Et puis alors là où moi j'ai été extrêmement touchée, c'est que j'ai retrouvé Barbette. Barbette, c'est Vanderclyde, c'est une photo de Man Ray. Il n'y a aucune précision d'ailleurs pour raconter qui était Barbette, parce que je pense qu'il était là bien sûr pour représenter le travestissement des années 20 à Paris, mais c'est quand même un très grand personnage. Ça a été le grand trapéziste des années 20, le grand trapéziste et fil de ferriste américain, qui avait un numéro magnifique où il était en femme, et quand il redescendait, il retirait sa perruque et on découvrait à ce moment-là que c'était un homme. Donc voilà, moi j'ai retrouvé Barbette, j'ai été hyper heureuse de pouvoir... Mais est-ce que vous avez eu des surprises? Parce que vous dites, j'y vais... Barbette. Voilà. Parce que je m'attendais pas à le retrouver. Et puis après, ce que j'ai apprécié aussi, c'est les costumes. Je trouve ça toujours, par exemple, Poiret, les costumes de Paul Poiret, je trouve ça toujours émouvant de voir des costumes qui ont été portés, de voir la trace finalement, de retrouver presque le costume, enfin l'habit devient pour moi comme une sorte de fantôme. Et il y a notamment une robe qui est très très belle, où juste sous l'aisselle, il y a des petites reprises, on voit du fil de couleur que sous l'aisselle sous l'encolure, où on se dit tiens, cette robe a été portée, elle a peut-être été déchirée, elle a été recousue. Après, c'est le genre de sensation que j'aime bien éprouver dans ce genre d'exposition, qui en effet est tellement énorme et massive, on a tellement de choses à voir qu'au bout d'un moment, parfois, le regard peut-être aussi un petit peu s'user. Stéphane Correr, vous vouliez revenir peut-être sur deux aspects un peu négatifs de cette exposition. Vous avez dit étouffant et lacunaire, j'y reviendrai. J'aimerais quand même vous poser cette question, et peut-être ça vous permettra d'y aller. Est-ce que le problème de cette exposition, c'est pas un problème d'angle, à savoir avoir choisi uniquement une unité de temps qui fait qu'on peut mettre tout et n'importe quoi entre 1905 et 1925, ce qui donne le côté à la fois étouffant mais forcément lacunaire? Oui, alors moi j'aime le fait que ce soit une exposition de parti pris. Parce que je trouve que c'est bien d'être engagé, on raconte l'histoire, mais on la raconte d'un certain angle et d'un certain point de vue. Je pense que c'est le rôle des commissaires d'exposition. Dans ces partis pris, il y en a qui me posent énormément de problèmes. Le premier, principalement, si je devais résumer, c'est la gentrification que ça présente de l'histoire de l'art, qui est à l'image de la gentrification de Paris. C'est-à-dire que par exemple, des personnalités extrêmement importantes, et à mon avis beaucoup plus importantes que beaucoup qui sont là, comme Éric Satie, par exemple, mais il est à Cachan. Ou Kupka, mais il est à Puteaux, ou Jacques Doucet, le couturier et collectionneur, mais il est à Neuilly. Alors c'est peut-être parce que c'est pas le Grand Paris qu'on a préféré mettre Paul Poiret plutôt que Jacques Doucet, mais Paul Poiret est peut-être très important, mais Jacques Doucet est une personnalité centrale. C'est le premier collectionneur des Demoiselles d'Avignon de Picasso, de la Charmeuse de Serpent, qui est là sans que ce soit rappelé. Donc voilà, on peut toujours dire il y a des jeux d'oublier, mais là je trouve que ça fait sens. Par exemple, le surréalisme et Dada sont réduits à la portion plus que congrue. C'est deux petits murs avec il n'y a pas une œuvre qui dépasse le format A4. Alors je sais bien que la taille ne compte pas, c'est pas à moi que vous allez le dire, Géraldine, mais en tout cas, je trouve que c'est un parti pris idéologique très fort. Ces partis pris, il y en a en revanche que je trouve extrêmement intéressants et qui, à mon avis, sauvent l'exposition et méritent. Est-ce que ces premiers partis pris, vous les trouviez problématiques, c'est d'avoir écarté certaines personnalités en fonction de leur aire géographique? Oui, quand je dis gentrification, par exemple, un parti pris très fort de l'exposition, c'est de faire des Champs-Élysées un centre artistique. Oui. Bon, c'est quelque chose auquel on s'attend pas. Il y a Montparnasse, il y a Montmartre, mais les Champs-Élysées, effectivement, c'est le bœuf sur le toit, c'est le Grand Palais, le Petit Palais où il y avait c'est le théâtre des Champs-Élysées. Mais c'est quand même, moi, on voit pas beaucoup d'ouvriers
dans l'exposition. Oui. On voit pas beaucoup d'anarchistes, on voit pas beaucoup de communistes. Je veux dire, tout ce Paris-là, il est complètement gommé. Le Paris de la zone, le Paris Ça de manque Belleville. des radicalités dont vous parliez. Voilà, exactement. Et par exemple, je parlais de l'abstraction, elle est dans l'exposition uniquement comme objet de moquerie, vraiment bourgeoise, c'est-à-dire comme motif, ou alors comme motif décoratif dans les robes. Mais sinon, il y a Boronali, le tableau peint par la queue d'un âne, ou le film d'Émile Coll sur le monochrome. Alors, les partis pris intéressants, pour le coup. Moi, il y a des partis là. pris qui m'ont beaucoup intéressé. Je trouve, par exemple, que les stars de l'époque sont en général traités avec des œuvres un peu secondaires. Ils sont là, si vous voulez, Picasso, Matisse, Léger, plutôt avec des œuvres de petit format, des œuvres déjà connues. En plus, ils pouvaient pas avoir les chefs-d'œuvre, donc c'est très bien. Mais en revanche, il y a des vrais choix. Par exemple, il y a un immense tableau de Severini, Gino Severini, qui s'appelle La danse du pampan au Monico, qui fait C'est une œuvre futuriste. 2 mètres par 3, qui est éclatée, qui est éclatante, qui est incroyable, qui montre vraiment ce fourmillement. C'est une toile qu'on voit quand même très rarement. Il y a le gigantesque ours blanc de Pompon à la fin de l'exposition qui fait 2,50 m, une sculpture qui vient, je crois, du musée d'histoire naturelle, donc qu'on voit pas souvent non plus dans les musées. Les femmes sont réhabilitées en majesté et ça c'est très très bien et très important. Il y a des tableaux extraordinaires que n'ont pas du tout peint leurs homologues masculins de l'époque, avec un angle, avec un point de vue, avec des sujets comme par exemple Scipion l'Africain de Marie Vassiliev, La mort et la femme de Marevna 1917, qui a été la compagne de Diego Rivera, et puis aussi toutes ces artistes sans œuvre, entre guillemets, pour emprunter l'expression à Jean-Yves Joannet, dont parlait Céline, effectivement, Kiki de Montparnasse, même si on aurait pu voir, pour le coup, ses œuvres, elle est effectivement là, un peu trop comme muse, Simone Kahn-Collinet, la première femme d'André Breton, et puis il y a aussi, c'est toujours merveilleux de revoir cette ambiance, Paris est une fête, d'Hemingway, c'est-à-dire tous ces cabarets, ces fêtes, ces spectacles, où la modernité s'est inventée. On commence avec le lapin agile, il y a le banquet de Braque donné par Marie Vassiliev, le bœuf sur le toit, les ballets suédois, la revue Nègre, et ça, c'est quand même un plaisir de voir que la modernité, justement, elle se joue là aussi. Céline Duchesnay. Et justement, on s'interroge sur ce terme de modernité. Qu'est-ce qui ferait, par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait toujours parler de modernité? Est-ce que c'est... Moi, ça m'a questionné aussi par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, le pari de la modernité, ce serait quoi? Est-ce que c'est un terme qui veut toujours dire quelque chose pour nous, qui a du sens? En tout cas, on sent... Est-ce que la modernité est datée? Oui, c'est la question que je me suis posée. D'ailleurs, dans le catalogue, il y a un article de Juliette Singer qui parle justement de ce concept de modernité. Et là, la modernité, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est vraiment liée à l'accélération, la vitesse, que ce soit les pas de Charleston, par exemple, de Joséphine Baker, Charlie Chaplin aussi, qui fait du patin à roulettes, et avec les gens qui n'en finissent plus de galoper. Le ballet mécanique aussi, qui est un petit film extraordinaire de Fernand Léger, où ce rythme trépidant, finalement, nous prend du début jusqu'à la fin de l'exposition. Le Paris de la modernité 1905-1925, c'est jusqu'au 14 avril au Petit Palais. Le catalogue est disponible aux éditions Paris Musée. Merci à tous les deux, Stéphane Coréard, Céline Duchesnay. Céline, on vous écoute tous les dimanches à 15h dans Mauvais Genre sur France Culture. Toutes les références sont sur le site de France Culture aussi, à la page de l'émission et sur l'application Radio France.